Eh bien, il y a un peu comme dans toutes les régions, de nombreux auteurs et aussi de nombreux auteurs un peu ou beaucoup oubliés. Moi, j'aime bien donc ressusciter ces auteurs. Roland, tu le sais, Yvon Givert me tient particulièrement à cœur. On a déjà travaillé à son propos et nous continuerons à le faire, et notamment dans 4 ans, si on est là. Pour le 100e anniversaire de sa naissance, il était né en 1926, Yvon. Donc on a déjà pensé un peu à ça, Roland. Je pense à Pierre Hubermont, peut-être beaucoup moins sympathique. Montez sur scène, s'il vous plaît. Après, il y aura une improvisation de chacun des personnes qui sont assises. Elles vont devoir se mettre debout, aller au centre et improviser sur un thème. Bon, je pense à Pierre Hubermont, dont on a fêté récemment le 100e anniversaire de la Maison du Peuple de Héry, que son père, Joseph Jumeau, avait créé. Je pense à qui encore à Gustave Mermans. On aura bientôt un petit événement sur ce monsieur qui a été traiteur pendant 50 ans dans la Grande Rue Adour et qui a écrit 2 romans, écrit plus de 2 romans, mais publié 2 romans, plus un essai sur le théâtre d'Euripide, qui a eu une correspondance pendant plusieurs années avec André Malraux. Bon, quand même. Et donc voilà, encore quelqu'un. J'en oublie peut-être. Et dans la liste, il y a évidemment celui que je n'ai pas découvert, mais que Stéphane a découvert. Et que lui n'est pas un écrivain oublié, mais un écrivain absent. Un écrivain qui a écrit et qui n'a jamais été publié de son vivant, mais qui est publié après sa mort. Donc c'est un ouvrage posthume. Par Stéphane, qui m'a demandé, enfin on en reparlera de toute cette longue histoire, enfin longue, pas très longue mais quand même, de cette histoire du livre et de l'entourage du livre et de l'auteur. Et donc il est maintenant publié grâce à Stéphane par les éditions Audace, Roulotte Théâtrale. Voilà. Alors Stéphane, tu as découvert Choquet grâce à ta passion pour un autre écrivain dont il était l'ami, et cet autre écrivain est un géant, et lui, dire qu'il est oublié, ce serait dommage, mais bon, il faut toujours raviver les flammes, même s'il est très très reconnu en France. Je crois qu'il est envisagé maintenant que toutes ces archives qui sont en dépôt à la Maison Lossot à Mons soient reprises par la Bibliothèque nationale de France. Donc, on s'intéresse à lui en très très haut lieu. Il a été édité par les plus belles maisons d'édition françaises, Marcel Moreau, puisqu'il s'agit de lui. Et nous avons eu récemment une présentation de Marcel. Alors voilà, cette amitié entre Marcel Moreau, qui est finalement à peu près 10 ans, l'aîné de Raymond Choquet. Voilà, ça s'est passé comment et qu'en dit-il dans un livre culte? Oui, parce que c'est assez... Je vais me lever comme ça, hop. Parce que ce qui est assez marrant, c'est que donc on a un peu regroupé... Moi j'ai découvert Marcel Moreau, puis j'ai découvert grâce à Marcel Moreau Raymond Choquet, qui était présent dans les livres de Marcel Moreau à peine 1 an ou 2 ans après son entrée dans la littérature. Donc il s'est suicidé en 66, si je ne dis pas de bêtises, et en 67, il arrive dans le Chant des paroxysmes de Marcel Moreau, un grand livre de Marcel Moreau, où le livre est dédié directement à Raymond Choquet. Et donc je lis des livres de Marcel Moreau, je découvre le nom de Raymond Choquet, je me pose la question de qui est Raymond Choquet, mais en ne faisant pas attention, parce que je me dis que Raymond Choquet est un poète connu. Et puis je découvre en 2004, dans un livre Morale des épicentres, où il y a un chapitre qui s'appelle « Tout pour être heureux », qui est le titre du recueil de Raymond Choquet. Et en fait, Marcel Moreau, donc entre 67 et 2004, repense toujours à Raymond Choquet. Et ce que je n'avais pas prévu, parce que donc toute l'histoire de Raymond Choquet, de la découverte du livre, est dans le livre que nous avons publié, donc vous pouvez le retrouver en vente au stand de Françoise Oudard, paf, pub. Mais par contre, ce que j'avais oublié, c'était que dans Livre, qui est un livre emblématique de Marcel Moreau,
il en parlait encore. Donc, c'est-à-dire que là, ça date de 75, je crois, livre, 75-76. C'est juste après son naufrage dans le bateau l'Éléana, où Marcel Moreau pensait mourir et laisser sa vie, forcément. Il pense à un autre auteur, ami, qui s'appelle Choquet, et il écrit ceci. Donc, hop, je vais vous lire ça, parce que ça, il n'est pas dans le recueil. Alors... Je crois qu'il est peu d'exemples d'une vie où l'obsession de la beauté rencontra plus tragiquement la laideur du monde. Choqué, c'est succomber. D'avoir cru par instant possible de faire son existence un poème ininterrompu. Ce chant, effectivement, ne s'interrompit jamais, mais il fut contrarié, conspué, finalement brisé par la prosaïcité des hommes. L'univers pratique ne pouvait admettre que ce frêle prince lui révéla sans défaillir tous les secrets des jeunes souverainetés. Les affaires du monde l'ont foudroyé au pied d'une idole qu'il avait rendue insatiable à son image. Dans ses vers écrits à 16 ans, il annonçait une décision qui devait prendre corps au même rythme qu'il entrait dans la société des adultes. Le travail lui répugnait, non en tant qu'il sollicitait son énergie, mais parce qu'il corrompait ses exigences pure. Chacun de ses contacts avec le terrorisme des médiocres ouvrait une blessure sans cicatrisation possible. Choqué attendait peut-être de moi une amitié plus active. Je fus pourtant le premier à deviner ce qu'il portait en lui de prodige. Mais sa propre difficulté d'être, en même temps que sa timidité et mon inaptitude au dialogue, décidèrent de notre solitude. Cette solitude dont je crois encore aujourd'hui sur sa tombe. Quel est le risque que tout artiste doit prendre lorsqu'il croit détenir une forme supérieure de la vérité ? Je regrette mon égoïsme, mais je ne pleure plus sa mort, si tant est que je ne me suis guère trompé sur le sens qu'il faut donner à sa tension illuminée vers elle. Faible devant l'adversité, Choqué égala les plus forts sur le dur chemin qu'il conduit au suicide. Cet héroïsme du temps de paix convient mieux à mon admiration que celui du temps de guerre. Dans sa mission impossible, il n'a jamais cessé de se poser en intransigeant. Avant de nous quitter, il s'est jeté à corps perdu dans toutes les directions de l'absolu. La compassion pour les prostituées, la pauvreté mendiante, la tentation du totalitarisme. Il découvrit jusqu'à l'amour fou et la violence dans l'échec qui le poussèrent tout brûlant à la détermination suprême. Je me souviens de lui avec ferveur, mais je le dis tout net, j'eusse préféré le voir donner la mort que de se la donner. Terrible. Terrible, et donc c'est évidemment une allusion au fait que ce jeune poète restera éternellement jeune, puisqu'il se suicide à l'âge de 25 ans. Nous y reviendrons. Alors Stéphane, quand tu as découvert Choquet, tu me dis, bon, voilà, c'est quelqu'un qui a connu Moreau. Moreau était de notre région. Voilà. Choquet aussi, hein, on rappelle. Mais tu ne le savais pas? Non, alors, non. Je crois que tu ne le savais pas. Non. Et donc tu me dis, tiens, toi qui as quelques compétences en généalogie, tu pourrais peut-être faire une recherche. Dans ce cas-là, soit on trouve, soit on ne trouve pas. Et assez rapidement, j'ai trouvé quelques personnes sur Généanet qui avait un certain Raymond Choquet, même deux Raymond Choquet, puisque le père de notre Raymond Choquet s'appelle également Raymond. Il était menuisier. Et parmi ces différents personnages qui avaient peut-être une parenté, en tout cas qui faisaient apparaître un Raymond Choquet dans leur arbre en ligne, je trouve un certain P. Choquet, Pierre Choquet, à qui j'écris, et qui me dit, ah ben, oui, évidemment, c'était mon cousin, nous avions le même âge. Et donc là, et en plus, oui, il est de Dour. Ouais. Donc ça, Raymond Choquet, qui pouvait très bien être bruxellois, puisque... Il est mort à Bruxelles. Il est mort à Bruxelles. Non, il était de Dour. Et donc nous avons obtenu, grâce à un bel échange avec son cousin Pierre Choquet, qui est un vieux monsieur à présent, premièrement, des poèmes que tu n'avais pas. Je crois que tu nous as venu le parler. Ouais. Deux, une photo. Ouais. La photo qui figure, petite carte d'identité, disons, sur la 4e de couverture, mais surtout un beau pastel que Pierre avait peint. Pierre avait des dons artistiques et il avait représenté son
son cousin sur ce pastel qu'il nous a autorisé à employer pour la couverture de ce livre. Et enfin, quelques souvenirs émouvants. Il m'écrit en 2021 « Cher monsieur, je ne sais si ce que je vous écris va répondre à votre attente. Il faut vous dire qu'en fait, j'ai très peu de souvenirs de mon cousin Raymond. Pourquoi ? Je suis né le 13 septembre 41, donc ça situe, hein. Raymond Choquet, c'est 41-66, hein, puisqu'il décède à 25 ans. Raymond était né, lui, le 5 mai 41, donc il était mon aîné d'un peu plus de 5 mois. Mais à l'âge de 9 mois, j'ai quitté la Belgique, on est en 41, 42. Donc mes parents fuyaient l'avance allemande pendant la guerre. Ils se sont établis en France, dans la campagne parisienne. J'ai donc grandi dans cette France qui nous accueillait et j'y suis encore à l'aube de mes 80 ans. Il a maintenant 81 ans. Et donc il est installé dans le sud-ouest. Et il explique que après la guerre, dans mes jeunes années, nous sommes revenus souvent en Belgique, en été. Et nous retrouvions mes grands-parents paternels, alors écoutez bien si vous êtes de Dour, dans la menuiserie familiale rue de l'Athénée à Dour. Alors j'ai demandé à d'anciens Dourois, je ne sais pas si quelques-uns se souviennent, non ? Vous avez connu cette menuiserie. C'était pile en face de l'Athénée royal de Dour, où d'ailleurs Choquet a été élève. J'ai cherché à en savoir un peu plus sans succès, je ne sais pas pourquoi on ne m'a pas répondu, bon c'est pas grave, mais il a été élève là. Et paraît-il, d'ailleurs maintenant quand vous êtes avec l'Athénée dans le dos et que vous regardez en face de vous, vous avez un espace vide qui sert de parking, sans doute à un riverain. Et il semblerait que c'était là, on m'a dit, hein, des gens qui ont connu la famille, c'était là que se dressait cette menuiserie, aujourd'hui détruite. Bon. Quand je l'ai dit à Pierre Choquet, il était assez triste. Et donc il dit, voilà, nous étions assis, je me souviens, une petite anecdote, sur la marche de la porte de la salle à manger, protégée par une verrière au-dessus de la porte, il pleuvait assez dans la cour. L'un de nous disait, je ne sais plus lequel, il a pleuvu. Et l'autre lui répondait, non, non, il a pleuvoir. Je trouve ce dialogue de petit assez rafraîchissant. Et puis dit-il, je n'ai plus tellement eu l'occasion de revenir en Belgique. Je suis revenu au moment du décès de mon grand-père Auguste Choquet, le 18 août 50. Donc c'était le frère du père, évidemment, de Raymond, puisqu'ils sont cousins. À cette occasion, mon frère, 13 ans, et moi, 9 ans, avons été envoyés chez un parent, enfin, etc. Et puis, un peu plus tard, à 13-14 ans, Raymond est venu passer les vacances d'été chez nous, à Pontoise, Cergy-Pontoise, en banlieue parisienne. Et je me souviens d'un jour où nous avons pris un petit tortillard pour aller à la piscine de l'Isle-Adam. On voit le petit tortillard là, qui débarque. Et c'est là, dans un bassin où nous avions pied, que Raymond m'a appris à nager. Vous voyez l'anecdote. Et puis, au retour, et on va peut-être terminer l'anecdote par ça, mon père lui a demandé d'écrire et de raconter sa journée. Il s'est exécuté. Ce dont je me rappelle, c'est seulement que son texte commençait ainsi. Partir, c'est mourir un peu. On connaît tous l'aphorisme. Mais lui avait complété avec revenir, c'est revivre un peu. Donc voilà le personnage. Alors, toi, quand tu as découvert tous ces textes, bon, en fait, qu'as-tu ressenti ? Et d'abord, comment as-tu trouvé ces textes ? À part ceux que Pierre nous a fournis, tu en avais déjà beaucoup. C'était une grosse recherche, puisque donc en fait, moi, j'ai une grosse déception, c'est que donc, j'ai interviewé Marcel Moreau plusieurs fois, mais je lui ai jamais parlé de Raymond Choquet. Pourquoi ? Parce que je vois juste, j'ouvre un livre et je fais Raymond Choquet, poète, je vois la date de naissance, date de mort, tout va bien, c'est juste un poète que je ne connais pas. Donc je me dis, je le rencontrerai plus tard dans une bibliothèque, ou voilà. Et puis arrive le jour où j'ai envie de me renseigner sur Raymond Choquet, Marcel Moreau n'est plus là, et je me dis, mais quel con, bordel, quel con, qu'est-ce que j'ai foutu ? Oui, pourquoi je ne lui ai pas posé des questions sur lui ? Je lui ai posé des questions sur plein de gens, mais pas sur lui. Et donc Marcel Moreau, pourtant, le personnage de Raymond Choquet est partout. Alors, j'aime bien ce qu'il dit ici, toujours dans Livre, je pensais à Raymond Choquet, cet ami poète qui data sa mort à 25 ans, sans qu'il eût jamais fait le moindre effort
pour faire vivre son œuvre. C'est-à-dire que c'est vraiment le type qui, à mon avis, c'est pas tellement qu'il n'a jamais trouvé d'éditeur, je crois qu'il n'a jamais cherché. Peut-être pas cherché. Et donc, je cherche, je demande, je me renseigne, je me dis Facebook va m'aider, peut-être que quelqu'un connaît Raymond Choquet. Et en fait, c'est la fille de Marcel Moreau qui m'a répondu en me disant je le connais très bien. Elle m'a raconté des tas de choses très intimes parce qu'ils étaient à Bruxelles, je pense qu'il habitait Watermal-Boisfort, mais je ne sais plus exactement. Eux habitaient Watermal-Boisfort, Raymond Choquet sans doute aussi à un moment. Et Hélène Moreau, donc la fille, m'avait expliqué qu'à un moment, le père de Raymond Choquet, la mère de Raymond Choquet, avait proposé à Hélène de venir loger chez eux, et elle a logé dans le lit de Raymond Choquet. Donc c'est encore après sa mort. Donc elle a encore ce sentiment de mort quand elle s'est mise dans le lit de cet homme qui s'est suicidé très jeune, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Mais donc, pourquoi aussi ça m'a intéressé? C'est parce que d'abord, il y a un côté... c'est un mec qui a écrit, c'est un mec qui tout d'un coup s'est suicidé, et quand Marcel Moreau a écrit Morale des épicentres, il a dédié un chapitre à Raymond Choquet qui s'appelle Tout pour être heureux. Donc on a repris ce titre pour le recueil que nous éditons chez Audace. Et pourquoi Tout pour être heureux? Parce que c'est la question qu'on se pose toujours lorsqu'un enfant se suicide. Les parents disent toujours, ou les gens disent, mais il est fou, qu'est-ce qu'il avait? Il avait tout pour être heureux. Eh bien non, il n'avait pas tout pour être heureux, et cette phrase « tout pour être heureux » est une phrase horrible à entendre lorsque quelqu'un prend la décision de se suicider. Et je pense que c'est aussi, je vais citer par exemple Camus qui dit « il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » Donc quand quelqu'un se suicide, ce n'est pas nécessairement quelque chose de fou, d'invraisemblable, de bête, de stupide. C'est malheureusement aussi un droit. On n'a pas réclamé le droit de mourir, on peut réclamer le droit de vivre, de mourir plutôt. Et Horace, on peut remonter bien plus loin, Horace a dit une phrase que j'aime beaucoup et qui sera dans un prochain film. Le poète a la liberté de se donner la mort, le sauver malgré lui, c'est le tuer. Et donc, on est là-dedans. Et donc, voilà pourquoi ça m'intéresse, pourquoi c'est un type qui m'a tout de suite intéressé. Et aussi, chose qui m'intéresse énormément, c'est que Marcel Moreau cite le nom de Raymond Choquet. Et Raymond Choquet, il suffit de mettre son nom dans un livre pour qu'il ne meure plus. La meilleure immortalité possible, c'est de dire « il a existé, je cite son nom ». Et quand on cite mal un nom, le type meurt. Et on sait pour Marcel Moreau, oui. Marcel Moreau dans Le Soir, je le rappellerai toujours, parce que dans Le Soir, il y a, Fabienne Bras-de-Fer, qui avait expliqué qu'il y avait un hommage à Marcel Moreau à l'époque, donné par Denis Lavant. Et donc, dans Le Soir, Fabienne Bras-de-Fer dit « Denis Lavant, ce grand comédien qui nous a livré une fameuse prestation sur le mime Marcel Moreau. » Je dis « Mais c'est pas possible, quoi. » Donc, non content, en plus de transformer le nom, l'événement n'a pas existé, l'homme est mort. Confusion avec le mime Marceau. C'est hallucinant. Évidemment. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est important de citer les gens, de dire que Raymond Choquet existait, qu'il a écrit, et au moins, comme moi, quand je voulais chercher des renseignements sur Raymond Choquet, quelqu'un qui voudra taper sur Internet, tiens, il y a eu un mec, Marcel Moreau a cité Raymond Choquet, il le trouvera sur Internet et il pourra aller voir. Donc c'est uniquement pour ça qu'on a sorti le livre. Oui, pour toujours, je crois qu'on tente tous un peu d'échapper à l'oubli, en somme. Givert, nous parlions tout à l'heure, Yvon Givert disait j'écris pour lutter contre la mort. Donc, soit la vraie mort, soit la mort posthume, donc la mort dans l'oubli. Le cousin dit aussi, je sais qu'il a été à l'Athénée, juste en face de la maison de mes grands-parents, donc ses parents. Après l'Athénée, je ne sais quelles études il a suivies, quel travail il a fait, je ne sais ni où ni comment il a connu Marcel Moreau, ça on ne sait pas non plus finalement. Il y a des vagues, il y a un café littéraire à Bruxelles, le café Florio, donc j'indique qu'il était à la Vieille à l'Odorat, ou je ne sais plus quoi, à Bruxelles. Et c'était un cercle littéraire, ils sont sans doute vus là, ce qui est possible. Alors l'éloignement géographique n'a pas favorisé nos connivences de cousins. Quand j'ai appris son décès, survenu le 3 octobre 1966, c'est de la bouche de mes parents qui revenaient d'avoir assisté à ses funérailles. Ça faisait 3 mois que nous étions
marier mon épouse et moi. Mes parents n'avaient pas souhaité nous prévenir avant, nous laissant à notre lune de miel. J'ai appris par la suite qu'il avait vécu à Bruxelles et qu'il s'y était supprimé. L'expression employée par le cousin, il s'est supprimé. Et puis alors après, ma femme et moi sommes retournés à Boussu, où vivait ma tante, sœur de Raymond, mon oncle. Et le papa de Raymond, qui demeurait à Dour dans la maison paternelle, avait arrêté la menuiserie et la charpente. Le papa qui s'appelait également Raymond, rappelez-vous. Entre 1990 et 1995, l'année de sa mort, donc 25 ans après, il vivait toujours très mal la disparition de son fils. Il s'était mis à boire, ce qui l'a mené à la tombe, dit Pierre Choquet. Désolé d'être lugubre, je relate les faits. Donc bien sûr, dans un cas pareil, en général, ce n'est pas seulement la personne qui se détruit, mais la famille est souvent très très lourdement détruite, elle aussi. La maman a survécu beaucoup plus longtemps, je pense qu'elle est décédée dans les années... il y a très peu de temps, quelques années. Ouais. Une hypothèse serait qu'on l'aurait empêché de fréquenter une jeune fille dont il était le père amoureux. Le père, ou peut-être encore plus la mère, paraît-il. Bah bon, voilà, peu importe. Ça, ce sont des... Et le père essaie de retrouver la fille. Ah oui. Il a sans cesse essayé de retrouver cette fille que Raymond Choquet a aimée, mais il n'a jamais retrouvé cette fille. C'est pour ça qu'on ne sait jamais si elle est de Dour. Elle est peut-être ici. On ne sait pas. Alors, donc, étape suivante, bon voilà, tu as tout ce corpus, comme on dit, en édition de textes. Comment as-tu procédé pour que ce corpus de brouillons, ou peut-être pas de brouillons, ce n'est pas des brouillons, ce sont des manuscrits recopiés à la belle écriture d'un gamin qui a fait ses études autrefois, donc il savait écrire à peu près légiblement, voilà. Qu'est-ce que tu as fait L'histoire est plutôt drôle parce que quand donc... toute l'histoire est étrange parce que donc, quand je demande à Hélène Moreau qui est Raymond Choquet, elle me dit on le connaît très bien, je vais voir les textes. Et après, elle me répond il n'y a plus de textes parce que Marcel Moreau les a perdus dans le train. Je dis mais quel connard ce Marcel Moreau, je l'ai haï pendant 2 secondes, quoi. Je dis quel abruti. Et après, il y a eu des copies, il y a eu des photocopies, donc grâce à, puisqu'on a parlé du père qui était, le père de Raymond Choquet est architecte, c'est ça? Non, oui. Menuisier. Le père est menuisier. Et le père de Marcel Moreau était couvreur. Donc ils se sont connus, ils ont travaillé ensemble. Et donc il y a eu Jacques Dehon qui était venu voir le film que j'avais fait sur Marcel Moreau, qui m'a dit c'est bien, machin, j'ai bien connu le père et tout ça. Et il connaissait aussi les Choquet. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu la nièce, je pense, Sophie Gravet, qui a dit à Hélène j'ai les textes. Et Hélène Moreau m'a dit tu peux aller les prendre tout de suite, j'ai été direct. Donc c'est-à-dire que c'était dans la minute, j'étais chez elle, en nage, en train de... Je pense qu'elle m'a vu, elle s'est dit, mais c'est qui cet abruti qui me demande des textes d'un type qui s'est suicidé? En plus, il y avait un roman dedans, donc il y a eu les textes qui sont édités. Donc les textes que... Donc le roman inachevé, on ne l'a pas édité parce qu'il est bien, mais à mon avis, il n'est pas fini, ça c'est sûr. En revanche, la première mouture de texte qui était apparemment quand même bien agencée, c'est-à-dire qu'elle est reproduite jusqu'à... la 20e page, c'est exactement le petit tas de feuilles que j'ai eu. Et après, on a eu des ajouts du cousin que j'ai rajoutés en fonction de la pertinence et surtout les textes de fin qui annoncent la mort. Et puis, il y a eu aussi un autre texte parce que, malgré tout, Marcel Moreau avait quand même conservé des textes qu'il a fait éditer dans une petite revue Audace, qui était une revue poétique. Et ça, par contre, donc c'est les textes qui... sont de la page 60 à la 66, ça a l'air d'être très construit. Je soupçonne même Marcel Moreau d'avoir peut-être lié le tout. Et la fin de ça, je vais quand même lire les extraits de ce truc, parce qu'il faut savoir que Raymond Choquet s'est suicidé par le gaz en indiquant sur sa porte « Attention, risque d'explosion ». Drôle. Et donc il écrit ça dans la fin de ce truc édité dans la revue Audace. À 2h du matin, sans passé, sans futur, incertain dans l'odeur étouffée du gaz, à 2h sans passé, à 2h sans futur, je pense à une angoisse qui me monte du sol et vire lentement dans mon torse vaincu. Avec l'odeur du gaz, la lampe qui fatigue, tout seul, assis de loin, que sais-je si je suis petit, grand, mal parti? Je me demande si c'est l'heure de se coucher.
ou de mourir un brin. Oui, c'est Et ça, je ne sais pas quand il l'a très écrit. méritoire. Donc, ouais. on n'a aucune date, je crois. Non. Hein. Aucun texte n'est daté, mais on se rend compte que certains textes ont été probablement écrits à l'école, voire on a l'impression d'un pensionnat à certains moments le début, aussi, hein, qu'il subit les murs d'un pensionnat. Alors, chez ces poèmes forcément de jeunesse, puisqu'il meurt à 25 ans, donc il a tout écrit avant, et certains vers 16 ans, hein, ça a été cité tout à l'heure. On trouve bien entendu des échos de grands poètes qu'il a dû lire et qui n'est pas influencé entre 16 et 20 ans par ses lectures. Par exemple, ceci: « Il pèse le jour par les heures grises, se lève matin pour mourir un peu », ou une expression comme « la virile splendeur ». Ça évoque quand même notre ami Émile Verhaeren, hein, ou alors Apollinaire, l'Apollinaire moderniste. Je me promène dans la cité, le sourire aux dents, l'on y voit des Italiens, des Polonais, des Hongrois, le prolétariat y pétrit son soleil dans les rues. On a l'impression de lire un extrait d'Alcool d'Apollinaire, le long poème en vers libre qui s'appelle Zone. Ou alors, on boira le spleen, on boira le vin d'un spleen tout râpeux. Bon, ça c'est plus ou moins baudelairien quand même. Hein. Ou alors, sous la pluie, quel ennui, sous l'orage, quel orage, sous la nuit, je m'engluis, sous ta pluie qui me suit, ton orage. Ça c'est verlainien, très musical comme ça. Mais avec toujours une imagination personnelle. Par exemple, dans ce petit texte, je m'engluis. C'est un verbe qui n'existe pas en français, c'est un néologisme forgé par lui, mais qui fait penser à deux mots. On a l'impression d'un mot valise, je m'englue, donc je me colle, je suis attrapé dans une glu, mais en même temps, le gluis, c'est un lien de seigle. Hein, donc connaissent bien les cultivateurs, autrefois en tout cas, on se sert encore beaucoup du seigle qui est plus long et plus solide que le froment. Et donc je m'engluis donne l'impression à la fois d'être comme empêtré dans la glu et en même temps emprisonné dans un lien. Et voilà, donc à la fois des images extrêmement comment on dit, empruntées aux auteurs qu'il aime, mais avec une originalité certaine aussi. On dirait que, comme tout jeune poète, je pense, il emploie toutes les figures de style qui passent. Il essaye son écriture, il essaye la répétition. Je revois maintenant le visage d'Emmanuel Riva, le beau visage beau. Emmanuel Riva, c'est super, et c'est à propos d'Hiroshima, mon amour. Oui, ça on peut au moins dater plus ou moins le moment où il a écrit. Voilà, c'est le par seul exemple. moment où on bien peut sûr, dater. c'est une allusion à un film. Voilà. Tu pourrais peut-être nous en lire quelques-unes, à moins que tu souhaites. Oui, mais en pensant justement à Hiroshima, mon amour, puisqu'on se demandait quand avait. Je ne sais plus la date exacte de Hiroshima, 61. Mon amour, mais c'était. Voilà, donc il est en pleine. 61. C'était avant même, puisque Godard, c'était le début de la nouvelle vague et tout ça. Je vérifie pendant que tu lis. Alors. Donc c'est bizarre parce que c'est un poème en plus qui ne laisse pas présager, qui va tout d'un coup passer de... Enfin, c'est un poème très normal et puis qui arrive à Hiroshima, mon amour. 59. Donc c'est pas un peu après 60, c'est un peu avant. 59. Donc on est, et donc pour situer, il est né en 41, il est mort en 66. Il a 18 ans. Donc voilà. Et donc c'est un poème très... Voilà, on ne pense pas qu'il va citer une œuvre. Et puis après, tout d'un coup, on aurait presque dit un nom d'opérette, un nom de cinéma, un nom japonais avec des fleurs autour. Hiroshima. Oh, Hiroshima, Hiroshima. Oh, Hiroshima, Hiroshima, mon amour. Je revois maintenant le visage d'Emmanuel Riva. Le beau visage, beau. Emmanuel Riva. Emmanuel Riva. C'était là le problème, le drame, ce question. Dans l'étang stylisé de ses yeux durs et bleus, le symbole du pouvoir. Dressé sur ceux qui sont malheureux, qui chantent le soir ou qui sont résignés, comme dans les camps de concentration, avec le dos voûté et des lunettes comiques, le sublime organisé, bien cintré par le labyrinthe de l'argent, le fouet levé et les excuses prêtes,
quand le sang des autres coule au dos, apitoie quand il est trop tard et qu'il devient séant de justifier l'amour que ne pardonne pas la haine honorée, même après Hiroshima. Voilà. On peut continuer, mais... Oui, je suis en train de penser, j'ai dit tout à l'heure 10 ans, il n'y a pas tout à fait 10 ans. Il était de 33, Moreau, donc 8 ans. Ouais, 8 ans d'écart. Mais il avait déjà, lui, une carrière, oui. il a eu le succès de Quinte une sorte directement. De grand frère, disons, 8 ans d'écart entre deux jeunes gens, l'un de 20 ans, l'autre de 28, évidemment. Il y a, comme tu dis, certainement la carrière déjà. Et on sent dans Livre que Marcel Moreau est en train de dire « mais je regrette de ne pas avoir eu l'assurance pour essayer de l'aider ». Parce que Marcel Moreau était un auteur qui était très renfermé, il voulait écrire. Quand on le rencontrait, il était formidable. Hein, mais c'est peut-être après avoir, avec l'âge, qui s'est un petit peu ouvert. Mais en tout cas, au début, je pense que c'était très dur avec son métier de correcteur au soir. Son envie d'écrire, sa vie de famille, je crois que c'était très compliqué de s'ouvrir aux autres. Et donc il a eu, à mon avis, un regret, c'est-à-dire de ne pas s'être ouvert à Raymond Choquet. Et à mon avis, jusqu'au bout, puisqu'en 2004, il est encore en train d'y penser, il s'excuse, il expie ses fautes. Et à mon avis, il se sent coupable encore, même dans les années 2000, de la mort de Raymond Choquet. C'est l'un des êtres qui a fait de Moreau un individu particulièrement torturé. Oui. Une autre lecture peut-être, on peut encore en faire quelques-unes en alternance si tu veux. Pour un corps, que jamais je ne m'habitue à vivre. Robe, au calice, les femmes dans les rues sont des bouquets vivants. Tailles et chairs, dans la ville bizarre, la foule des lumières et des feux rouges, écoute mon sang. Un navire altier où jouent de grands violoncelles vogue dans les étoiles. Derrière le soleil couchant, je vois ton corps lisse, bleu et noir, tes seins durs frémissent sous les soies. Je voudrais boire ta peau, tendue comme un tambour, claire, lumineuse, qu'on n'a jamais vendue. Il n'y avait qu'à couler le long de ton désir fluide et je laissais aller ce corps. J'étais libre de ta voix et de tes seins. Quelque chose descendait d'un ciel de sirop bleu aux transparences de source. Lit ouvert, sang parfumé, parfum de sang. C'est beaucoup plus personnel, hein, ceci, avec des réminiscences bien sûr presque fauvistes ou surréalistes. Un autre ? Un petit texte sympathique, un petit peu plus long, mais voilà. Je vais essayer de ne pas être chiant. L'air ambiant vrombit de cris naïfs. Je me promène dans la cité, le sourire aux dents. On y voit des Italiens, des Polonais, des Hongrois. Le prolétariat y pétrit son soleil dans les rues. Ils se battent, des cris, respirent la chanson, bat aussi son plein et son trop-plein de joie. On y fait la salade avec des gosses autour. On y fait bien de temps en temps l'amour. Et à vrai dire, bien plus souvent qu'à son tour. Je rencontre la petite fille bleue. Et ses cheveux se mettent tout de suite à tourner autour de mes yeux. Et sa robe écarlate écartèle ma réserve naturelle, sans zèbre, ni beauté. Elle est contente de me voir. Elle dit bonjour, m'appelle par mon prénom. Son vrai nom à elle, c'est Belle. C'est de la soie, une pensure au spleen, cette blessure d'aigle. Elle est petite, elle est une petite fille, avec des yeux noirs, une robe de feu et un tablier bleu. Levé de soleil rouge, couché de soleil bleu. Elle me refile un trèfle à 4 feuilles. Elle me dit « je vais t'en chercher d'autres ». Je réponds « non merci, c'est très bien comme cela. Mais il en faut pour tes sœurs. J'en ai pas, tant pis, je les jetterai dans le printemps. Puis je rentre dans la maison de mon ami. Soigneusement, je mets mon trèfle sur l'appui de fenêtre et le cœur de l'oiseau sanglote sur le marbre. Pas longtemps, car l'oiseau viendra le rechercher. Voilà déjà qu'il cogne son bec au carreau, jupe en l'air, culotte rose ou au vent. Elle rentre en rêvant et repart en chantant, le temps de me laisser tous les trèfles promis. Et dans le tas, je retrouve un trèfle à 5 feuilles. Je le donnerai au botaniste, le microscope le mangera. Les autres iront dans ma bibliothèque, l'étagère du bas, entre Céline et Saint-Thomas. Je suis vraiment frappé par
par quelque chose bon, que j'avais remarqué à la lecture, mais en l'entendant comme ça, un côté très, très pictural, très, très coloré, le nombre d'adjectifs de couleurs, c'est assez impressionnant. Bien sûr, le surréalisme est là avec des aspects un peu préverts ici, je trouve. Hein, bon. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, Raymond Choquet me fait penser, ben, ça n'a aucun rapport, hein, par ses couleurs, au peintre Rick Wouters. C'est quelqu'un qui a vécu dans la banlieue bruxelloise, qui s'est pas suicidé, mais qui est mort terriblement d'une tumeur au cerveau qui lui a mangé tout. Et donc les belles peintures où Wouters représente sa femme sont hyper colorées. Donc dans la femme en train je sais pas, de repasser ou des choses pareilles, on a vraiment l'impression qu'il a dû vivre quand même quelque chose comme une grande histoire d'amour Choquet à un moment donné. J'ai encore en lire un qui est peut-être mon préféré, et puis te demander ce que tu comptes faire avec le roman, là, le fameux roman. Tu n'as pas pris aujourd'hui les extraits du roman? Non, c'est vrai. L'algue. L'algue géante agonisait, geignait un peu sur le soir doux. Les lèvres d'Anne m'étaient closes et j'étais seul dans la maison, sans plus l'oiseau ni le regard. Le soir aux vitres tanguait, tandis que commençait l'algue à mourir. Je me mis doucement à murmurer la mer. Ça c'est personnel, hein. Emprunté à personne. Et donc ce roman. Ouais. Ça, c'est marrant, parce que le roman, c'est... Donc, le roman que j'ai retrouvé, que j'ai enfin déchiffré, lu jusqu'au bout, qui est intéressant, bon, sans plein d'influences, mais ce qui est drôle, c'est que je pense que Marcel Moreau a repris un personnage, parce que le personnage du roman de Raymond Choquet s'appelle Laszlo, et Laszlo réapparaît dans le livre Le bord de mort de Marcel Moreau. C'est-à-dire qu'il y a un personnage Laszlo qui apparaît. C'est un personnage qui... Je crois que dans ce livre-là, il y a Marcel Moreau qui en a marre de vivre, tout ça, il a envie de se suicider, il a un revolver dans sa poche. Puis le personnage de Laszlo arrive, puis il se rend compte que le revolver a disparu de sa poche. Et tout d'un coup, il apprend la mort de Laszlo, qui s'est suicidé. Et donc, alors qu'il lui avait envoyé une lettre, et donc on sent qu'encore une fois, il fait une référence à Raymond Choquet par le biais de la fiction. Il y a encore une scène magnifique où le personnage qui représente sans doute Marcel Moreau annonce à la mère du personnage qui s'est suicidé la mort du fils en lui faisant l'amour. Sublime moment du livre, assez saisissant. Et donc ce livre, je vais m'en servir, en tout cas. Je ne me ferai plus attaquer par les droits d'auteur, malheureusement, parce qu'il n'y a plus d'ayants droit. Mais en tout cas, je vais m'en servir dans un film que je compte faire bientôt, puisque ce sera... j'ai fait mon casting à la foire de la poésie, non pas la foire, c'est... Comment ça s'appelle à Paris? Le truc de la poésie à Paris. Marché de la poésie, voilà, moi je marche toujours à la foire quand je vois ça. Et donc, c'est là, il y a Malmström, il y a tous les gens, il y a plein de poètes fabuleux, dont Tom Buron, machin, des gens incroyables. Et donc, j'ai fait un petit peu un casting là-bas pour essayer de reconstituer le dernier jour de la vie de Raymond Choquet, qui, dans l'histoire, c'était ses parents, qui sentaient, à mon avis, que le fils Choquet avait besoin de quelque chose de tangible. Et donc, les parents l'ont amené chez le notaire, lui ont offert une maison et lui ont dit, voilà, maintenant, tu as tout pour être heureux. Hein. Manque de peau, bam, il se flingue. Et j'imagine bien chez le notaire, le pauvre Raymond Choquet qui se retrouve avec un notaire qui lui explique, bon, maintenant, voilà, il y a le cadastre, le machin, le truc, ça doit être encore plus insupportable que la vie d'un type bohème. Et donc, en fait, ce sera les derniers jours de ce type qui décide de réunir tous ses potes poètes d'un café littéraire. Et il a envie de se raccrocher à quelque chose. Et il dit, on va faire de la poésie, on va changer le monde. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Voilà. Donc, ce sera un film entièrement improvisé, joué par des amateurs, sur fond de terre, comme dirait Bly. Mais en caméra à l'épaule. Noir et blanc, c'est sûr, ça c'est sûr. Donc ce sera bientôt. Donc et ce sera en fait les parents qui retrouvent le manuscrit de Raymond Choquet, qui lisent des extraits qui n'ont rien à voir avec le film, puisque c'est fantasmé, c'est une vie fantasmée de Raymond Choquet. Voilà. Donc il va servir encore. Longtemps après que les poètes ont disparu,
hein, leurs chansons et même leur vie ou leur Mais il ne vie sera pas reconnu par ce film. imaginaire court encore dans les rues grâce à des gens comme Stéphane. Et donc voilà, lui, Choquet, ben, il y a bien longtemps que son corps a disparu. Hein, 1941, 1966, 25 ans, éternellement. 25 ans, il sera toujours jeune. C'est ça Jeune pour l'avantage de toujours, mourir jeune. forever young, comme Voilà. dirait Bob Dylan. Voilà, bon, vous pouvez bien entendu nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Je ne sais pas si nous aurons des réponses parce que nous vous avons dit à peu près tout ce que nous savons. On ne sait pas encore, oui, on ne sait pas encore où il est enterré. Voilà. À Dour ou à Bruxelles. C'est vrai que ça, je ne sais pas. On va se renseigner mais ça, bientôt. je vais demander à son cousin. Est-ce qu'il le sait, oui? Ah oui, bah, peut-être. Il m'a dit que ses parents, donc, je l'ai peut-être lu tout à l'heure, ses parents ont assisté aux funérailles. C'était leur neveu. Est-ce que c'était à Bruxelles ou à Dour? Je ne sais pas. Attends, mes parents... Oui, là. Donc j'ai appris son décès de la bouche de mes parents qui revenaient d'avoir assisté à ses funérailles. Il n'a pas dit où. Je ne sais pas si c'est au cimetière de Dour. C'est bien possible qu'ils soient revenus à Dour. Pourquoi pas, oui. Ils ont peut-être un caveau. Mais ça, Il a été incinéré à Bruxelles. Peut-être. 66, l'incinération n'est pas encore très répandue. Je ne crois pas en 66 qu'on incinère. À l'époque, je ne sais pas, on peut imaginer une famille catholique. Est-ce qu'un suicide, on ne peut pas enterrer à l'église avant, autrefois, dans la règle? Je ne sais pas. Ça, je vais demander au cousin. Je vais lui écrire, je vais lui réécrire. Ça se trouve, s'il est ici, ce serait marrant de faire une fois un voyage ici. Et à l'administration, c'est ouais. plus facile encore. Et peut-être un dernier mot de Marcel Moreau, qui encore une fois parle de Raymond Choquet, et il dit « Si réparation doit être faite, seule son œuvre, enfin remontée des galions et faisant tomber une à une les œillères des publics, seule cette œuvre peut s'en charger. » C'est ce qu'elle va faire. Donc c'est voilà, c'est juste pour ça aussi que j'ai fait ce truc, c'est que je me suis dit que merde, quand Marcel aurait aimé quoi. Et puis Marcel aussi, si vous ne lisez pas Raymond Choquet, lisez Marcel Moreau quoi, au moins. Il faut. Enfin, je dis ça, mais la plupart des gens... Oui, bien sûr. Mais ceux qui n'ont pas envie, ils se disent, ouais, de la poésie, machin. Raymond Choquet est plus facile que Marcel Moreau. Ah, pas toujours, hein. Peut-être. Pas toujours. Ah, je sais pas, les gens qui me disent que Marcel Moreau est compliqué, oui, ils sont tombés sur le mauvais. Compliqué, je ne dis pas, mais on ne peut pas dire que c'est une lecture facile. Ça dépend, j'ai eu plus dur avec des livres d'école qu'on m'a conseillés à l'Athénée. Et c'était des livres pour enfants, quoi. Oui, non, je ne me parle pas tellement de livres pour enfants. Ah oui. Un excellent professeur qui dit Marcel Moreau, c'est difficile parce qu'il provoque. Oui. Vous n'irez pas, vous n'oserez pas. Il le faisait exprès, ouais. Le prof dit mais moi je dis à mes étudiants. Ah oui. Oui. C'était Nicolas Marchal, ça. Oui, Nicolas Marchal. Nicolas Marchal, qui est un bon auteur à lire aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. Ben oui, non, c'est dommage, parce que c'est vrai que Marcel Moreau, moi j'aurais été ravi qu'on me dise, comme j'étais étudiant à la télé de Dour, et je me suis dit, mais pourquoi on m'a jamais parlé de Marcel Moreau, il était à la télé de Dour. Donc ma haine de l'école, hop, encore un cran au-dessus. Je déteste l'école. Hein, C'est qui le prof de français? Il y en a eu plusieurs aussi. Mais... Non, il y en a eu plusieurs, c'était des sympathiques d'ailleurs, hein, aucun problème. Hein, mais d'ailleurs, elle m'avait dit, une prof de français m'avait dit, il y avait la liste des livres à lire, et j'ai dit, Voyage au bout de la nuit, c'est un beau titre, ça. Oh, c'est difficile, dur d'arriver jusqu'au bout. Donc voilà, donc je l'ai pris, tu vois. Oui, de décourager. Oui. Mais je l'ai pris, mais pas pour l'exercice, parce qu'après, il fallait faire une thèse, je me suis dit, oulala, prends un truc plus simple, ça tu feras facilement ton devoir. Mais je l'ai lu après, quoi. Mais donc voilà, donc l'école, à bas l'école. Oui, mais la langue de Marcel Moreau et il a arrêté l'école à 15 ans. N'apparaît pas comme facile pour un lecteur moyen. Hein. Je pense que... Je pense que Proust est plus dur, par exemple. Je sais pas, toi moi, qui aimes. Proust, j'entre dedans oui, mais tous c'est les plus matins, dur. si tu veux. C'est plus dur. Les phrases sont plus... Je sais pas, mais là, c'est oui, autre chose. Voilà. Un débat moi, sur j'adore, j'aime beaucoup aussi. Oui. Hein, mais je veux dire, je pense qu'il est plus dur à lire. Mais... Oui. Quand on aime... Ah oui, moi j'ai bien aimé aussi. Problème. L'amour de Swann, ça m'a sauvé. Vous savez, tu parlais de fait d'écrire quand on est jeune, et je pense que c'était quelque chose qui existait à l'époque. Je viens d'entendre un échange, puisqu'on parle de
la fin de la guerre. Et dans cet échange-là, on relève l'énormité du stock de lettres que les soldats écrivaient. Ah ouais, bah oui. On écrivait. Ah ouais. Bien sûr. On écrit toujours, mais je pense que maintenant on écrit plus futile, quoi. Ça doit être plus, voilà. Les lettres, au moins, c'était quelque chose, c'était l'écrit, on avait un rapport avec la main, le bic, le papier. Maintenant, bon, on envoie des tas de textes qui ne veulent rien dire. D'écrire convenablement aussi. Et puis, il y avait aussi moi, je reviens toujours à à l'élitisme. L'élitisme, c'est un sale mot. Tu vois, quand on dit, oh là là, c'est élitiste. Sauf que l'élitisme, au moins, on se disait, putain, j'ai envie d'essayer d'aller jusque-là. C'est élevé. Aujourd'hui, maintenant, on dit, non, 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 ça c'est pour l'élite, on laisse tomber, on écrit des conneries. Voilà, donc moi j'aime bien, je trouve qu'il faut réhabiliter le mot l'élitisme. Bah oui. Moi, j'écris pas, par exemple, parce que non, c'est pas possible. je Ça, vais on se pas pose la écrire. question, hein, justement, si on a lu Proust et Moreau, on se dit que c'est inutile Ah d'écrire, bah non, mais ça. bon, on va Oui, essayer, mais on va il faut au essayer moins quand même. maîtriser, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est comme la musique classique, il faut quand même. Connaître d'abord le solfège. Voilà. Bien, merci à vous. Qui piétine à la porte. Ah oui, Oui. Ben, on est bon. Hein. Ah, voilà, merci. J'exploitais des mots comme les mineurs exploitent le charbon. Ils l'abattent. Hein, ils l'abattent avec leur pic, leur piolet. Et moi, j'avais l'impression que la difficulté que j'éprouvais à écrire à ce moment-là, c'était de l'ordre de ce travail souterrain. Abattre des mots comme on abat du charbon, c'est aussi se promettre le feu. Hein, c'est aussi une promesse de feu. On va faire du feu avec ce qu'on a, ce qu'on fait tomber. C'est un combustible aussi, là, le mot.